Bonsoir, bienvenue pour ce mardi d'éthique publique consacré à un thème d'actualité. Trump à mi-mandat, le pire est-il toujours sûr? Bonsoir à nos amis qui sont ici au Centre Sèvres, à tous ceux qui nous écoutent par nos relais dans différentes villes en région. Bonsoir aussi aux lecteurs de la Croix qui sont associés en partenariat ce soir à ce mardi d'éthique publique. Partenariat évidemment avec Études comme à l'habitude. Les électeurs américains donc votent. Ils sont appelés à renouveler le tiers du Sénat des États-Unis et la totalité de la Chambre des représentants, ce qui est un peu l'équivalent de notre Assemblée nationale. Ces élections, qui interviennent 2 ans après l'élection ou la réélection d'un président, d'où leur nom d'élection à mi-mandat, sont depuis longtemps l'occasion d'exprimer un jugement sur la politique de ce président élu. En novembre 2018, elles prennent toutefois une signification particulière. C'est une sorte de référendum pour ou contre Donald Trump qu'il s'agit. Jamais peut-être un président n'aura accentué à ce point sur sa personne les clivages propre à toute démocratie, entre partisans et adversaires de sa politique. Pour montrer son opposition au républicain Trump, le Parti démocrate s'est efforcé de présenter des candidats et surtout des candidates qui symbolisent par leur jeunesse et leur personnalité tout ce que l'actuel président des États-Unis a l'habitude d'accabler de son mépris, qu'il s'agisse des immigrants ou des minorités. En face, le Parti républicain défend un bilan qui affiche de bons résultats économiques, mais aussi un discours nationaliste exclusiviste qui séduit une part de plus en plus importante de l'opinion publique américaine, ce qui constitue peut-être une nouveauté ou au moins une réminiscence peu sympathique, celle des années 20 au pays du melting pot. Vu d'Europe, l'enjeu de ces élections est loin d'être anodin. Donald Trump s'emploie en effet à remettre en question de façon systématique les engagements internationaux des États-Unis, tant sur le plan économique, avec la mise en place de mesures protectionnistes, que sur le plan diplomatique et militaire. Après la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien, qui met les grandes entreprises françaises en situation de faiblesse, l'annonce récente d'un retrait américain du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé en 1987 avec l'ex-Union soviétique, est un danger pour la paix en Europe. Nous sommes tous concernés par le vote des électeurs américains. Le Congrès des États-Unis peut être en effet un contre-pouvoir essentiel face à la politique d'un président souvent qualifié d'imprévisible, alors qu'il est sans doute, dans les faits, beaucoup trop prévisible. Pour nous demander ce soir si, avec Trump à mi-mandat, le pire est toujours sûr, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Nardon, docteur en sciences politiques, qui dirige le programme Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Laurence Nardon est également chroniqueuse pour l'hebdomadaire protestant Réforme et elle vient de publier chez Taillandier « Les États-Unis de Trump en 100 questions ». Le voilà. Et Sébastien Maillard, journaliste, ancien correspondant de La Croix à Rome, aujourd'hui directeur de l'Institut Jacques Delors, et auteur avec Enrico Letta, qui dirige désormais l'école de relations internationales de Sciences Po, mais qui était aussi ancien président du Conseil italien, auteur donc avec Enrico Letta de « Faire l'Europe dans un monde de brutes », publié chez Fayard en septembre dernier. Et c'est Laurence Nardon qui nous donne le premier éclairage sur ces élections américaines. C'est allumé. Merci beaucoup. Je suis très honorée de prendre la parole devant vous pour parler de Trump ce soir. Avant toute chose, je dois préciser que je suis effectivement chargée d'une chronique dans Réforme une fois par mois, mais que j'ai également eu l'honneur et la joie d'écrire dans Études plusieurs fois sous la direction de François Heuvet. Donc, tout va bien. Absolument. Alors, je suis également très contente de prendre la parole pour parler de Trump et des États-Unis ce soir, puisque c'est le jour aujourd'hui de l'élection de mi-mandat, comme Jean-Luc Poutier vient de le rappeler. Et ça nous permet de marquer peut-être un temps d'arrêt, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est important à dire pour commencer, c'est le point auquel le cycle des informations et des nouvelles
en provenance des États-Unis depuis que Trump est en campagne, c'est-à-dire depuis le milieu de 2015 en réalité, combien ce cycle d'information s'est accéléré. Moi, je travaille sur les États-Unis tout le temps et donc je le vois au premier chef, le point auquel les nouvelles et les psychodrames en provenance d'abord de la campagne de Trump et puis depuis janvier 2017 en provenance de la Maison-Blanche, combien ces psychodrames s'enchaînent et se balayent les uns après les autres sans qu'on ait véritablement le temps de souffler. Je prends pour exemple les drames de la semaine dernière qui étaient par exemple... cet envoi de bombes par la poste à plusieurs personnalités démocrates, on n'en parle déjà plus dans les journaux parce qu'aujourd'hui c'est l'élection, demain il y aura quelque chose d'autre. Un autre sujet qui a disparu de l'actualité ces jours-ci, c'est la séparation des enfants et des parents d'illégaux à la frontière mexicaine. Enfin, si vous voulez, les choses sont balayées dans un cycle médiatique qui devient proprement infernal. Et pour le chercheur et pour les citoyens, ça devient difficile de séparer le bon grain de l'ivraie pour comprendre ce qui se passe réellement, parce qu'on est véritablement essoufflé à suivre l'actualité. Et donc aujourd'hui, il y a les élections, essayons de marquer un temps d'arrêt pour essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je vous ai montré ce livre tout à l'heure, que j'ai eu beaucoup de plaisir et mis beaucoup de temps à écrire, qui porte sur tous les États-Unis, mais qui m'a permis de voir un certain nombre de choses émerger, et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. La première chose, c'est que l'élection de Trump n'est absolument pas un hasard ni un accident. On connaît ce personnage pour ses outrances et pour son imprévisibilité, comme ça a été rappelé, pour ses politiques populistes, voire nationalistes. Mais en réalité, son élection, elle a été préparée par une évolution depuis au moins les années 80 aux États-Unis, une évolution sur plusieurs plans, j'en cite uniquement deux qui me semblent être les principaux. Le premier plan, peut-être superficiel, c'est l'évolution du paysage médiatique aux États-Unis. Et quand je dis paysage médiatique, en fait, je pense que je veux parler plutôt du discours public, de la manière de parler politique publiquement aux États-Unis. Donc, fatalement, beaucoup par les médias, mais plus largement, il y a eu comme une sorte de désagrégation ou de je cherche le contraire de améliorer, de détérioration, bravo, alors super, de détérioration de la manière de parler du politique, de la manière de s'exprimer dans les médias. Alors, est-ce que c'est la faute de la multiplication des chaînes câblées, l'apparition d'Internet? On a beaucoup dit qu'aux États-Unis, maintenant, les médias, il y en avait tellement, il n'y a plus de médias fédérateurs qui essayent de rassembler. Il n'y a pas de 20 heures aux États-Unis, il n'y en a jamais eu à cause des fuseaux horaires. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où, si un média veut exister, il faut qu'il outre son discours pour essayer d'attirer le chaland. Et donc, il y a quelque chose comme une outrance médiatique qui se met en place. Et du coup, la décence en politique s'est amoindrie depuis des dizaines d'années aux États-Unis, enfin, depuis plusieurs dizaines d'années. La seconde évolution qui me semble être très importante, c'est celle qui a entraîné la révolution libérale lancée dans les années 80 par Ronald Reagan en Grande-Bretagne, en parallèle par Margaret Thatcher, et qui était l'aboutissement d'une évolution de la philosophie politique, des idées politiques aux États-Unis vers une délégitimation de l'État, l'idée que l'individu devait s'en sortir tout seul. Et donc on a vu arriver au pouvoir des économistes libéraux de l'école de Chicago et qui ont défendu, si vous voulez, un retrait de l'État, des infrastructures, du service public, de tous les grands systèmes de redistribution sociale, parce que c'était perçu comme inutile et néfaste à la réalisation de l'individu dans la société. Et d'un point de vue philosophique, pourquoi pas, si vous voulez, et c'est très bien, mais ça a très certainement entraîné des excès. Je pense notamment à deux choses qui sont, d'une part, les réformes fiscales de Reagan, en 81 et 86, qui ont été poursuivis par Clinton, puis par Obama, parce que les présidents démocrates
depuis Reagan, ont conduit des politiques libérales eux aussi. Et puis, oui, ça c'est Clinton qui l'a fait, Bill Clinton, l'abrogation des lois Glass-Steagall des années 30, c'était les lois qui tâchaient de réguler l'action des institutions financières après la crise de 29, donc ça remonte. La loi Glass-Steagall avait établi une séparation extrêmement stricte entre les banques de dépôt des particuliers comme vous et moi, les banques de dépôt, et les banques d'investissement. C'est-à-dire que les banques d'investissement très actives dans les bourses et dans le commerce international ne pouvaient pas investir, jouer en bourse avec l'argent des particuliers. Ça, c'était la réforme Glass-Steagall dans les années 30, au lendemain de la crise de 29. Eh bien, devinez quoi, dans les années 90, Bill Clinton a abrogé cette loi pour permettre à nouveau aux banques d'investissement d'investir à partir des dépôts des particuliers, les banques des particuliers. Et c'est l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons qui a conduit à la crise de 2008. Donc on a les mêmes erreurs conduisant aux mêmes crises. Et donc vous voyez, il y a eu une évolution, alors en France on dirait ultra-libérale, de la société américaine qui a abouti à une explosion des inégalités sociales dans le pays. Les inégalités sociales aux États-Unis sont les plus grandes de tous les pays démocratiques développés aujourd'hui, et elles aboutissent en réalité à une rupture de ce qu'il faut bien appeler le contrat social américain. Le contrat social américain, qui date de la Constitution de 1787, de l'indépendance en 1776, c'est l'idée que on n'est plus une monarchie, on est la première république de l'époque moderne, et c'est une république où les citoyens sont égaux en droit, il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de naissance, mais chacun, s'il travaille bien, peut espérer s'enrichir, aboutir à acquérir de la prospérité, un certain bonheur personnel, familial, spirituel, etc. C'est ça le contrat social américain, et il demande une possibilité de mobilité sociale. Et à partir des années 80, ce train de réforme ultralibéral qu'on voit aux États-Unis a entravé cette possibilité de mobilité sociale, et notamment, bien sûr, pour les gens de la classe moyenne. Alors, bien entendu, je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie des politiques illibérales économiques. Il faut bien qu'on voit, vu de Paris, que ces politiques libérales conduites aux États-Unis, elles n'ont rien à voir avec ce que Alain Madelin, qui était rappelez-vous, un candidat soi-disant libéral en France, même dans ses rêves les plus fous, Alain Madelin n'imaginait pas de faire des réformes libérales aussi dures que ce qui s'est produit aux États-Unis. Donc nous, en France, on est très très loin de tout ça. Et donc quand je parle d'excès du libéralisme américain, je veux bien qu'on soit d'accord qu'on est très très loin de ce qui fait s'étrangler les partisans de Mélenchon en France. On est vraiment dans un autre monde en ce qui concerne ces politiques économiques. Voilà. Alors, cet ensemble d'évolutions, donc, a amené aux États-Unis une certaine dureté sociale. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en réalité, dans sa campagne en 2016, Donald Trump, quand il défend les classes moyennes face à ses ennemis du parti républicain dans la campagne des primaires républicaines, rappelez-vous, en 2016, mais aussi face à Hillary Clinton, qui était du côté démocrate, mais qui défendait elle aussi, en réalité, des politiques économiques plutôt libérales, en fait, Trump s'est fait le champion des classes moyennes américaines sur le plan de l'identité, avec un discours d'extrême droite anti-immigration, etc. Ça, j'ai même pas besoin d'en reparler parce qu'on le sait. Mais aussi, il a fait campagne pour une remise en route de cet ascenseur social économique américain. Pendant la campagne, bien évidemment, et c'était de la rhétorique, puisque une fois élu, on va voir, je vous en parlerai dans une minute, il a fait évidemment bien autre chose. Voilà, et donc ce président s'est fait élire en 2016 parce qu'il y avait eu de nombreuses fractures sociales dans le pays, notamment économiques. Alors également sur les questions de race et d'identité, là j'en parle un petit moment.
aux États-Unis, contrairement à la France, on a le droit de faire des statistiques ethniques. Elles sont conduites par le Bureau du recensement, qui, depuis 1790, conduit des recensements tous les 10 ans. Le recensement décennal, c'est une obligation constitutionnelle aux États-Unis. Et le Bureau du recensement, alors ça s'est fait petit à petit depuis la fin du XVIIIe siècle, a affiné des questions dans ses formulaires de recensement et inclut dans ce formulaire des questions sur le groupe ethnique des personnes interrogées, leur religion, leurs habitudes, etc., qui sont, pour nous, Français, extrêmement intéressantes. Parce que vous savez que chez nous, en France, l'INSEE n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Le Bureau du recensement, lui, en fait, et donc je parle de groupe ethnique, etc., mais le Bureau du recensement utilise le terme de race, qui est quand même ce qui nous surprend. Mais je précise tout de suite que les races, au sens du Bureau du recensement américain, je fais vite parce que c'est un petit peu technique, ne sont pas définies par la couleur de la peau, des mesures anthropométriques. On n'est pas chez Gobineau du tout. Mais ce concept de race est tout simplement défini par l'origine géographique de vos ancêtres. C'est-à-dire que si vos ancêtres à plusieurs générations viennent d'Europe, vous allez être caucasien, comme on dit. Si vos ancêtres viennent d'Afrique, vous êtes africain-américain, etc. Avec une petite subtilité pour les latinos, qui ne sont pas une race au sens du Bureau du recensement, mais une origine culturelle, puisque tout simplement, quand vous êtes latino aux États-Unis, d'où viennent vos ancêtres ? Ils viennent à la fois d'Amérique latine, mais aussi d'Espagne, par le biais des conquistadors. Et donc, le concept de race tel qu'il est défini ne marche pas. Et donc, le Bureau du recensement a inventé cette origine latino. Bref, je passe là-dessus, tout simplement pour dire qu'aux États-Unis, du coup, il n'y a pas de fantasme, il y a des chiffres sur l'évolution démographique du pays. Et du coup, il est connu, le Bureau du recensement communique dessus depuis, je crois, la fin des années 90, et annonce l'évolution démographique du pays très précisément en disant que dans les années 2040, les Blancs, donc les Caucasiens non latinos, deviendront minoritaires dans le pays. C'est-à-dire qu'ils seront moins de 50%, et les autres 50% seront d'abord les latinos, ensuite les africains-américains, ensuite les asiatiques. Je crois qu'il y a une catégorie pour les personnes origines des îles d'Océanie et du Pacifique. Enfin, bref. Voilà. Et donc, c'est clair, c'est comme ça. Et à l'évidence, Trump a joué de cette réalité en attisant pendant sa campagne les angoisses identitaires que certains Américains, pas tous, peuvent avoir. Et voilà pourquoi Trump a été élu. Ai-je déjà parlé trop longtemps ? Non, ça va ? Alors, je vais maintenant... Donc voilà, c'était pour vous expliquer que Trump n'est pas sorti de nulle part. Il est amené par une évolution du pays. Et évidemment, il faut quand même rendre hommage à son talent de tribun, son talent rhétorique, son génie politique, même si sa psychologie personnelle est un peu hors norme, il a des dérives narcissiques claires. On sait aussi qu'il n'est pas très intellectuel, il n'aime pas beaucoup lire, il ne lit pas beaucoup les briefings que lui préparent ses conseillers. Il a quand même une sorte de génie politique puisqu'il a été élu et que depuis, enfin même avant, pendant sa campagne, il domine le cycle médiatique dans son pays avec toutes ces nouvelles permanentes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, il faut quand même reconnaître que c'est un animal politique impressionnant. Alors, maintenant, comment s'annoncent les élections qui ont lieu en ce moment, puisqu'il y a 6 heures de décalage et qu'il est ici une certaine heure et qu'il est 6 heures de moins aux États-Unis, donc les élections battent leur plein. Nous aurons les résultats complets, je pense, à 6 heures du matin, heure de Paris, mercredi matin. Alors, je ne vais pas me lancer dans des pronostics, mais ce qu'on peut dire, c'est que Trump devrait recueillir le vote de ceux qui ont déjà voté pour lui en 2016. Puisque si on regarde ce qu'il a fait par rapport aux promesses qu'il avait faites à son électorat en 2016, on voit qu'il a tenu ses promesses.
Il a été élu d'abord par les populistes dont je vous parlais tout à l'heure, et ces gens-là vont être, expriment dans les sondages depuis plusieurs mois qu'ils sont satisfaits du président parce qu'il a tenu ses promesses en matière d'immigration, en parlant du mur à la frontière du Mexique, en faisant des déclarations sur la caravane qui arrive actuellement du Honduras, en envoyant des troupes, etc. Vous avez suivi ça. Mais aussi avec le fameux décret dit Muslim Ban, qui vise à entraver l'arrivée de personnes en provenance de pays à majorité musulmane dans le monde. Il a également tenu ses promesses économiques par rapport à cet électorat. Pas toutes, bien évidemment, mais il met en avant le fait que, par exemple, il a remis en cause tous les traités de libre-échange que les États-Unis avaient passés, notamment l'ALENA, le traité avec le Mexique et le Canada. Vous savez que pour les populistes de gauche, le libre-échange est la clé de tous les maux, puisque le libre-échange dans le monde a fait fermer les usines qui fournissaient de l'emploi aux classes ouvrières et aux classes moyennes, en Europe également, pour que ces usines aillent s'installer dans des pays à bas salaire comme la Chine et le Mexique. Et donc, l'attaque contre le libre-échange est l'une des promesses principales de Trump à son électorat populiste. Donc cet électorat va revoter pour lui, de même que l'autre partie de l'électorat de Trump, qui est l'électorat conservateur. Les conservateurs, donc, qui sont très largement issus de la droite chrétienne protestante aux États-Unis, ceux qu'on appelle les évangéliques. Ces gens-là, a priori, n'aiment pas du tout Trump. C'est un cosmopolite de New York, il a été divorcé plusieurs fois, il n'a pas de problème avec les homosexuels, les transgenres, etc. C'est quelqu'un que les évangéliques n'aiment pas du tout. Néanmoins, ils ont voté pour lui en 2016 et sont très probablement en train de revoter pour lui maintenant parce que Trump a tenu ses promesses vis-à-vis d'eux, puisqu'il a fait nommer 2 juges conservateurs, donc de leur obédience à la Cour suprême, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh plus récemment, ainsi que beaucoup d'autres juges à tous les échelons de la pyramide judiciaire dans le pays. Donc ces gens-là vont revoter pour Trump. Et de l'autre côté, les démocrates, me semble, alors ils ont des troupes galvanisées et ils vont certainement recueillir beaucoup de votes, sans doute remporter la majorité à la Chambre des représentants. Mais néanmoins, les démocrates me semblent assez mal engagés, en tout cas pour l'élection présidentielle de 2020, dans 2 ans, parce qu'ils n'ont pas réussi à se rassembler et à construire un programme et un projet avec une personne, enfin un candidat qui pourrait être le candidat présidentiel dans 2 ans. Le Parti démocrate me semble bien perdu. En 2 mots, pourquoi ? Tout simplement parce que le Parti démocrate est scindé en 2 sur les questions économiques, avec un courant modéré que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est le courant d'Hillary Clinton et d'Obama avant elle, qui est un courant qui est très largement libéral sur le plan économique. C'est sur ce programme qu'Hillary Clinton a fait campagne en 2016. Et à ce courant s'oppose la gauche du parti, représentée en 2016, rappelez-vous, par Bernie Sanders, qui lui aussi, comme Trump, était sur un programme économique qu'on pourrait dire populiste de gauche, c'est-à-dire remettons les classes moyennes en route, faisons revenir les usines chez nous, mettons fin aux traités de libre-échange qui sont destructeurs pour nos classes moyennes, faisons de la santé, de l'éducation gratuite pour les classes moyennes, etc. etc. Ces 2 courants n'ont pas réussi à se réconcilier dans la campagne de 2018, et donc on a toute une émergence de nouveaux candidats, notamment beaucoup de femmes, qui cherchent à se faire élire aujourd'hui. Donc on l'a dit, hein, à la Chambre, au Sénat, mais aussi dans toutes les élections locales dans les États, beaucoup de postes de gouverneurs, les législatures locales dans les 50 États, des postes de shérif, de conseil des écoles, etc. Enfin, les élections sont vraiment très très larges, chaque premier mardi de novembre, tous les ans d'ailleurs. Et donc, il y a, si vous voulez, un éventail de candidats au sein du Parti démocrate extrêmement large et pas nécessairement d'accord sur leur programme économique, ni même sur les questions de multiculturalisme, parce que le Parti démocrate est également partagé entre des candidats
très multiculturalistes, donc ils vont défendre des programmes très favorables aux Noirs, aux Latinos, aux homosexuels, aux femmes, etc., comme une sorte de mosaïque, si vous voulez, de la population. Et d'autres qui sont plus universalistes, on va dire, qui pensent qu'il faut définir un programme plus large pour tout le pays. Et donc, le Parti démocrate me semble être complètement désorganisé. Alors, ça se voit moins pour cette fois-ci, parce que comme c'est des élections locales avec plein de candidats, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais en 2020, ça va être un véritable problème. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Alors merci à Laurence Nardon de ce premier panorama. On aura l'occasion certainement à travers des questions, des réactions d'approfondir tel ou tel point ou d'en ajouter d'autres sur cette situation évidemment très, très complexe, parfois pour nous un petit peu exotique aussi à certains égards. Nous regardons maintenant les États-Unis vus d'Europe avec Sébastien Maillard qui va nous faire traverser l'Atlantique. Merci François Heuvet et Jean-Luc Poutier pour cette invitation. Très heureux d'être ici pour parler en ce soir d'actualité américaine, de Trump, je dirais, vu d'Europe. Donc vu d'où nous sommes dans cette salle. Peut-être, effectivement, comme Laurence Nardon l'a bien dit, c'est après ces mois et années sans répit d'actualité trumpienne, qui est peut-être un des sujets préférés de conversation de tout le monde. C'est l'occasion effectivement de relire ce qui s'est passé vu d'Europe. Et je crois que pour démarrer, Trump, chez nous, est au départ, du moins, indissociable du Brexit, puisque les deux événements sont survenus la même année et ça a été deux surprises. Alors certains diront, moi j'avais prévu le Brexit, d'autres j'avais prévu Trump et inversement, ou certains n'avaient vu ni l'un ni l'autre. Mais en tous les cas, ça a été vécu comme une double déflagration quasi simultanée provenant du cœur du monde anglo-saxon, avec d'ailleurs des géographies électorales un peu comparables quand on voit qu'aussi bien à Londres qu'à Washington, on votait ni pour le Brexit ni pour Trump, et inversement dans certaines zones plus déshéritées. Et je dirais même que l'élection de Trump, finalement, c'est ce qui a mis en relief le Brexit, qui aurait pu rester un événement plus isolé. Mais dès qu'est survenue l'élection de Donald Trump, tout de suite, on a fait le lien avec le Brexit. On a dit, voilà, il y a une nouvelle tendance historique qui est en train de se placer. D'ailleurs, Marine Le Pen, ça ne lui avait pas échappé, avait tout de suite dit, voilà, je vais être maintenant celle qui arrive comme le troisième grand événement de cette série. Et ça a été un choc, le Brexit Trump, qui a fait trembler je dirais, non seulement le tout Bruxelles, mais l'Europe avec elle. Et on peut dire que le choc du Brexit, lui, a été relativement contenu, au sens où, souvenez-vous, justement, il y a eu, on craignait vraiment un effet domino. Et finalement, on a vu que, peu de temps après, dans la présidentielle autrichienne, dans les élections législatives aux Pays-Bas, et puis surtout dans la présidentielle française, finalement, il n'y a pas eu cet effet domino. On a plus parlé de Frexit, plus parlé de Euxit ou d'autres sorties de l'Union européenne. Et finalement, même le Brexit lui-même n'a pas profité trop de l'effet Trump. Il n'y a pas eu de relation spéciale à ce stade, du moins, entre Londres et Washington, contrairement à ce que les Brexiteurs espéraient. Le Foreign Office britannique ne se reconnaît pas dans la ligne diplomatique de Trump. Et de leur côté, les 27 sont jusqu'à maintenant aussi restés bien unis face aux Britanniques. Et donc je dirais que ce qui au départ nous paraissait comme un événement conjoint, Brexit-Trump, c'est petit à petit en fait dissocié. Sur Trump, là on ne peut pas dire qu'on ait réussi à le contenir. Peut-être au départ on espérait, vu d'Europe, qu'il allait se contenir lui-même. C'est-à-dire qu'on s'était dit, voilà, c'était une posture de campagne, des slogans, mais en fait, une fois qu'il va endosser le rôle présidentiel, qu'il va habiter la Maison-Blanche, il va finir par rentrer dans le rang et finalement ne pas tenir ses promesses comme quelque part on l'espérait. Et finalement, au-delà du style abrupt et de son tempérament qu'on a tous appris à connaître,
on a vu sur le plan de la relation avec l'Europe et je dirais, globalement dans les relations internationales se dessiner une ligne dure qui en fait est bien résumée dans son discours d'investiture du 20 janvier 2017 quand il dit « America First ». Mais effectivement, ça a été « America First » sur toute la ligne, non seulement dans ce discours, mais donc non pas en allant dans de l'isolationnisme, je pense que ce soit forcément le terme à retenir, enfin je sais, on pourra peut-être, Laurence Nardon pourra réagir à cela, mais plutôt de l'unilatéralisme, c'est-à-dire le refus d'être contraint par des accords, des conventions, des règles, et conventions internationaux ou régionaux, enfin tout ce qui peut être considéré comme de l'ingérence dans la conduite de la politique américaine qui entend se conduire toute seule. Et donc un unilatéralisme guidé par les intérêts d'America First et une forme d'unilatéralisme sans valeur, en tout cas vu d'Europe. Et comment ça a opéré je dirais ça a opéré de plusieurs façons au fil de ces derniers mois, des dernières années. Je me suis amusé justement pour cette conférence à un peu retracer tous les retraits d'ailleurs unilatéraux que Donald Trump a fait. Ça a commencé dès le 23 janvier 2017 en se retirant du traité transpacifique. Après, souvenez-vous, il s'est donc retiré de l'accord de Paris sur le climat en 1er juin 2017. Il a annoncé qu'il se retirait de l'UNESCO. Je crois que ça prend effet le mois prochain. Le 8 mai dernier, il s'est retiré de l'accord de Vienne qui avait été signé en 2015 pour contrôler le programme nucléaire iranien. Au mois de juin, il s'est retiré du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et comme Jean-Luc Poutier l'a rappelé au départ, en octobre, il s'est retiré aussi de l'accord de 1987 sur le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire avec la Russie. Donc voilà, il y a d'abord eu toute une... on peut dire que cette partie de sa présidence a été jalonnée de retraits unilatéraux décidés de sa part. Mais aussi... Je dirais son unilatéralisme ne se manifeste pas seulement de cette manière. Ça s'est aussi traduit par des engagements plus progressifs. Je pense par exemple à la réduction de la contribution financière des États-Unis à l'ONU. Alors, ce n'est pas la première fois, mais ça c'est revenu, ou à des banques de développement. Et puis, de façon peut-être plus perfide, ça s'est traduit aussi, ça se traduit toujours par des entreprises de déstabilisation de plusieurs organisations internationales. La première à laquelle je pense, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Depuis mars 2017, Trump bloque le renouvellement des juges de l'organe de règlement des différends de cette organisation. On a vu lors de différents aussi, donc ça c'est pour l'OMC, mais quand on regarde les derniers G7, G20 ou la ministérielle de l'OCDE qui s'est tenue à Paris récemment, à chaque fois, il a vraiment joué les troubles de fête en déstabilisant aussi ses partenaires. Je dirais pour le moment, il n'y a que l'OTAN qui se retrouve finalement relativement épargné par cet unilatéralisme et ce type de déstabilisation à ce stade. D'ailleurs, c'est peut-être dire une question qui sera pour Laurence Nardon tout à l'heure, à ce stade, on ne peut pas dire que Trump n'ait usé de sa puissance militaire. Ils ont quand même 40% des dépenses militaires mondiales, c'est la plus grande armée du monde, qui n'est plus enlisée en Afghanistan, en Irak, mais il n'a pas, à ce stade, son nom n'est pas associé à une guerre. En revanche, elle est associée à ce qu'il appelle les trade wars, les guerres commerciales. Et là-dessus, l'Europe a été, je dirais, pas seulement, mais y compris en première ligne. Souvenez-vous que donc depuis le 1er juin, les droits de douane américains ont été relevés de manière unilatérale, là aussi, de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les importations d'aluminium qui ont été imposées aux producteurs européens d'un coup. Mais il y a d'autres façons aussi de déstabiliser les Européens. Une part, je parlais du Brexit au début, donc Trump a soutenu le Brexit, il s'en est réjoui, il a dit que c'était une chose géniale. Il a aussi remis, quand je parlais de la remise en cause de l'accord sur l'Iran, on a vu pas plus tard ces jours-ci que finalement il y avait certains pays qui étaient exemptés de pouvoir commercer avec l'Iran, et donc notamment deux pays européens, l'Italie et la Grèce, eux ont droit encore à 6 mois d'achat du pétrole iranien, donc ça peut nous diviser.
je dirais, déstabilise aussi à travers même des ambassadeurs qu'il a pu nommer. Je pense au nouvel ambassadeur auprès de l'Union européenne, et surtout au ambassadeur nommé à Berlin, qui a vite défrayé la chronique par ses outrances dans ce pays, le pays hôte. Alors là-dessus, par rapport à cette entreprise de déstabilisation, par rapport à cet unilatéralisme, comment et nous, est-ce qu'en Europe, on a réagi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que l'Europe a montré qu'elle avait quand même quelques dents. Souvenez-vous que le voyage de Jean-Claude Juncker l'été dernier, c'était le 25 juillet, à Washington. C'était pas la première fois, contrairement à ce qu'il peut dire, qu'un président de la Commission européenne allait voir un président des États-Unis. Jacques Delors l'avait fait en son temps. Mais là, donc, entre Juncker et Trump, il a pu se négocier un cessez-le-feu, je dirais, entre États-Unis Europe, au moins en tout cas pour empêcher un relèvement des droits de douane sur les importations de voitures européennes aux États-Unis, que Trump menace toujours d'ailleurs de faire au nom de ce qu'ils appellent la sécurité nationale. Donc cette menace d'ailleurs pèse toujours comme une épée de Damoclès sur les négociations qui tardent un peu à commencer en vue d'un futur accord commercial entre les États-Unis et l'Europe. Mais l'Europe, elle a pu aussi, outre empêcher ces nouvelles mesures, elle a pris elle-même des mesures, ce qu'on appelle des mesures de rééquilibrage, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes mis des droits de douane supplémentaires sur des produits emblématiques américains. Je pense au Jean Levis, au Harley Davidson et à toute une série de jus d'orange, d'autres choses qui ont été bien ciblées d'un montant équivalent aux exportations acier et aluminium qu'on perdait. Mais je dirais que ça a été notifié à l'OMC, ça a été fait de manière mesurée, proportionnée, conforme au droit. Et donc c'est un peu ça la ligne de crête européenne, c'est à la fois de répondre, de ne pas se laisser complètement faire, et en même temps d'éviter l'escalade, d'éviter d'en rajouter, d'éviter les dérapages. Mais on peut dire que là-dessus, l'Europe existe, puisque Trump l'a rencontré à ce niveau-là. D'ailleurs, il avait traité Juncker de tough cookie. Il trouvait qu'il était quand même, finalement, quand il avait face à lui les 28, c'était quand même quelque chose. Mais je parlais avant cela de l'accord sur l'Iran. Là, inversement, on voit plutôt un aveu d'impuissance de l'Europe qui se retrouve à subir le retrait unilatéral américain et les sanctions extraterritoriales américaines. C'est finalement impossible d'obliger les entreprises européennes à rester en Iran, puisqu'on voit qu'elles préfèrent effectivement, quitte à perdre quelque part, vaut mieux perdre en Iran que perdre tout le marché américain. Et même si on a depuis 1996 ce qu'on appelle une loi de blocage, c'est-à-dire un règlement européen contre les sanctions extraterritoriales américaines pour indemniser une entreprise qui subirait une perte de marché, finalement en pratique on ne sait pas le faire, comme on dirait en Belgique, et du coup on a essayé d'imaginer, on pourrait y revenir, de créer un véhicule spécial qui serait une alternative aux banques pour continuer à importer et exporter avec l'Iran. Mais on ne trouve aucun pays en fait en Europe qui veut bien héberger une telle entité, donc finalement c'est inopérant. Mais je dirais sur le fond, au-delà de ces représailles, si j'ose dire, qu'on essaie de mettre en œuvre plus ou moins bien et de manière plus ou moins unie, on voit quand même entre la France et l'Allemagne une divergence d'appréciation sur finalement le danger ou non que représente Donald Trump. Je crois qu'en France, on a plutôt vu Trump comme finalement aussi, même s'il a un style différent, on le voit aussi dans une certaine continuité des États-Unis, de l'émergence d'un monde multipolaire où finalement les États-Unis se retirent. Et il y a finalement, pour nous qui sommes peut-être d'un tempérament, il y a un fond gaulliste et parfois un fond anti-américain, c'est pas pour nous déplaire complètement que finalement les choses puissent, l'Alliance Atlantique soit plus qu'elle était et qu'on puisse un peu voir émerger peut-être une chance aussi pour que l'Europe s'affirme. De l'autre côté du Rhin, côté allemand, il y a un plus fort attachement traditionnel à la relation transatlantique
qui est presque intrinsèque à la naissance de la RFA et où même la société civile allemande est beaucoup plus attachée à cette relation transatlantique. Et donc on essaye en bonne partie de se persuader que Trump c'est un mauvais moment à passer, mais c'est un orage qui va finir par passer. Et donc on ne réfléchit pas tant que ça à avoir une alternative ou à remplacer la relation atlantique par autre chose. En tous les cas, on se refuse trop à y céder. Et je pense que d'une manière générale, en Union européenne, on a tendance peut-être à sous-estimer la virulence du discours anti-Union européenne de Donald Trump, un discours anti-Bruxelles, de Trump en particulier, mais même de Washington en général, et où finalement, vu de Washington, les poussées nationalistes en Europe, c'est pas si mauvais que ça. Orban, il peut être sympathique. Et donc, on voit bien qu'on est vraiment dans une opposition frontale. Et d'ailleurs, il faudra bien voir si les élections européennes qui viennent l'année prochaine, il n'y aura pas un risque d'ingérence américaine d'une manière ou d'une autre. Bon, on sait que Steve Bannon a pris ses quartiers en Europe à cette fin. Donc, il faut être sur nos gardes. Alors peut-être que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres que Trump, parce que finalement aux États-Unis, il n'y a pas que c'est un régime présidentiel, mais il n'y a pas que le président, et on verra demain matin si finalement à la Chambre des représentants on a peut-être de nouveaux interlocuteurs. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin d'européaniser notre approche à cela, ce qui est peut-être vraiment différent pour nous en Europe et ce qu'on a encore du mal à comprendre, en tout cas à prendre toute la mesure, c'est que nous sommes maintenant considérés comme des ennemis. On a toujours, l'Union européenne s'est toujours construite en voulant être l'ennemi de personne, et si possible même l'ami de tout son voisinage et l'ami avant tout de son vieil allié américain, et de se poser comme modèle, mais de ne pas avoir forcément d'intérêt géopolitique, de zone d'influence, c'est pas comme ça qu'on raisonne dans l'Union européenne. Et là, avec Trump, j'aime bien cette expression de l'essayiste Luc Van Middelaar qui a récemment fait ce livre « L'Europe qui improvise ». L'Europe, avec Trump, sort de son innocence géopolitique. Et c'est vrai que je ne sais pas si le danger peut nous unir, mais avec Trump, on est obligé de se penser pas seulement comme un modèle offert pour le monde qui veut nous ressembler, tant mieux. Si le Mercosur, l'Union africaine, l'ASEAN veulent nous imiter, c'est très bien. Non, là maintenant, c'était le sens du livre d'entretien que j'ai fait avec Enrico Letta, faire l'Europe dans un monde de brutes. Le titre nous est venu un peu après l'élection de Trump, il faut le dire. C'était comment est-ce que l'Europe finalement arrive à se réaliser aussi comme force. Souvenez-vous de l'expression d'Angela Merkel lorsqu'elle est après un G7, elle avait dit « Nous, Européens, nous devons maintenant prendre nos destins en main ». En disant bien « nous, Européens ». Et ceci, effectivement, peut-être que Trump nous oblige à avoir une approche peut-être désormais plus collective du projet européen. On demande très souvent qu'est-ce que l'Europe fait pour moi, qu'est-ce qu'elle fait pour moi, agriculteur, qu'est-ce qu'elle fait pour moi, étudiant, qu'est-ce qu'elle fait pour moi, entrepreneur, qu'est-ce qu'elle fait pour moi, consommateur. Mais là, face à Trump, on est plus obligé de penser qu'est-ce qu'elle fait pour nous, nous, Européens. Et pour conclure, je voudrais en fait reprendre ce que Jean-Louis Bourlange conseillait en fait, finalement à l'Europe de prendre comme devise. Il disait, on sait que la devise de l'Europe c'est l'unité dans la diversité, mais aujourd'hui dans ce monde de brut, en tout cas face à Trump, peut-être qu'il faut reprendre à notre compte les 3 devises du Benelux. La devise de la Belgique, c'est que l'union fait la force. La devise des Pays-Bas, en français dans le texte, c'est « je maintiendrai ». Et la devise du Luxembourg, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent ici, c'est « nous restons ce que nous sommes ». Et donc, avec ce triptyque, peut-être nous avons là de quoi européaniser notre réaction à M. Trump.
Merci beaucoup, Sébastien Maillard, pour cette présentation géopolitique des enjeux des élections qui ont lieu en ce moment même aux États-Unis. Et Guillaume d'Orange avait dit « je maintiendrai » et il avait également dit « il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ». C'est lui l'auteur de la formule et pas le baron de Coubertin. Donc, continuons à espérer et entreprenons. Alors, vous avez été interpellé, Laurence Nardon, sur quelques points, l'unilatéralisme, l'isolationnisme. Peut-être souhaitez-vous répondre à Sébastien Maillard? C'est-à-dire que toute la question de la politique étrangère menée par Trump nous prendrait des heures. Donc, je vais faire une réponse rapide pour laisser du temps pour la suite. Si vous voulez, il y a effectivement des ambiguïtés depuis le début dans la politique étrangère telle que l'a conduite Trump, entre des annonces très hostiles à l'Union européenne, à l'OTAN, à toutes les alliances dans lesquelles les États-Unis pouvaient être engagés, enfin sont toujours engagés d'ailleurs à ce jour, et qui amènent certains à parler d'isolationnisme pour le président. Mais effectivement, ce terme ne rend pas compte de tout, parce qu'en même temps, il y a un certain militarisme qui se dégage du personnage, un certain aventurisme militaire. Et d'ailleurs, une des contradictions qui s'est manifestée tout de suite au printemps 2017, c'est que ce président avait raillé son prédécesseur Obama en disant moi je me retirerai du Moyen-Orient, je ne veux surtout pas m'impliquer dans la guerre en Syrie, rappelez-vous. Lorsqu'il y a eu des attaques chimiques perpétrées par le régime de Bachar el-Assad, là où Trump avait dit que surtout il n'interviendrait pas, eh bien il a fait effectuer dans les 48 heures des frappes punitives contre un certain nombre d'objectifs du gouvernement syrien. Et donc ça montre bien que le personnage n'est pas tout à fait clair, et c'est là aussi l'une des raisons pour lesquelles on le taxe d'imprévisibilité. Néanmoins, je crois qu'en fait la cohérence de sa posture de politique étrangère et le danger de cette posture, elle tient à une vision qui pour le coup est très très nette chez Trump, je crois, et qui est celle d'un monde à l'état de nature. Et le président Trump considère la scène internationale comme un monde hobbesien, vous savez, de Thomas Hobbes, qui décrivait le monde comme une sorte de jungle où règne le chacun pour soi. Thomas Hobbes, d'ailleurs, étant à l'opposé de quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau dans les grands philosophes des Lumières. En gros, je parle très vite, mais Jean-Jacques Rousseau considère que l'homme à l'état de nature est innocent, il est bon, il aime faire le bien, il n'est pas violent. Et il dit, vous vous souvenez, dans son discours sur l'origine des inégalités, qu'il est, je ne me souviens plus des termes exacts, mais il dit quelque chose comme qu'il est coupable, le premier homme qui s'est avisé de mettre une clôture autour d'un champ et de dire « ceci est à moi ». Parce que quand la société, pour Rousseau, c'est lorsque la société se crée qu'arrive le mal et la violence entre les hommes. À l'état de nature, ils sont bons. Thomas Hobbes, c'est l'inverse. L'homme en état de nature est naturellement violent, et c'est au contraire la société qui le civilise, d'une certaine manière, qui le rend apte à fonctionner pacifiquement avec ses semblables. Eh bien, Trump, alors je ne suis pas sûre qu'il ait lu Thomas Hobbes, mais en tout cas, il pense que le monde est comme ça, et que donc c'est chacun pour soi, et c'est pour cela qu'à la fois il veut que les États-Unis rentrent chez eux et se dégagent de toutes leurs alliances, et en même temps, il est prêt à aller de manière très agressive, mener le combat un peu partout. Alors, sur le plan commercial pour l'instant, Dieu merci, pas encore sur le plan militaire. Mais voilà, je crois que c'est cette lecture qui permet de comprendre l'incohérence apparente seulement de sa politique étrangère. Mais il est vrai que c'est un challenge terrible pour l'ordre international libéral tel qu'il existe depuis 1945. Juste en complément, et je parlerai là pour ce contrôle de Laurence Nardon qui connaît bien mieux les États-Unis que moi, on voit aussi que dans sa politique étrangère, il y a parfois ce qu'il aurait spontanément envie de faire, et parfois aussi ce que sont soit les faucons de son parti, soit ce que l'administration arrive peut-être plus ou moins à lui
empêcher de faire ou faire. Par exemple, je pense notamment à la relation avec la Russie, qui est un peu compliquée à lire, parce qu'à la fois on sent qu'il ne veut pas forcément de mal à Poutine, mais qu'en même temps, chez les républicains, on ne va pas quand même être amis avec la Russie. Donc là-dessus, j'ai mal à comprendre si c'est vraiment Trump qui agit ou si c'est l'administration autour de lui qui arrive un peu à dicter sa ligne. Effectivement, sur l'OTAN, ce n'est pas le premier président des États-Unis à dire qu'il faut aux pays membres d'augmenter leur budget et de demander de le faire. Mais peut-être qu'il n'a pas pu aller aussi loin qu'il aurait voulu aller pour la déstabilisation de cette organisation. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a un facteur de complication supplémentaire qui est que quelquefois, il écoute ses conseillers. Et donc, vous avez cité et ces conseillers qui sont souvent issus de l'establishment du Parti républicain. Ils ont des idées bien arrêtées sur les grands dossiers de politique étrangère et parfois ne sont pas du tout d'accord avec le président. Donc, la Russie est un exemple parfait puisque les républicains sont très hostile à la Russie de Poutine, antidémocratique, illibérale, etc. Et donc, Trump voulait lever certaines sanctions vis-à-vis de la Russie, mais le Congrès les a réinstallées, c'était à l'été dernier. Un autre exemple, c'est la politique en Afghanistan. Trump avait dit que lui, président, les troupes américaines se retireraient d'Afghanistan immédiatement. Les États-Unis y sont depuis de nombreuses années sans aucun résultat définitif en termes de pacification du pays. Et ses conseillers lui ont dit « Monsieur le Président, non, surtout pas, parce que si on part, ça va être encore pire. » Et il s'est rendu effectivement à leur avis. Donc ça, c'était l'influence de certains conseillers plutôt traditionnels. Depuis le printemps 2018, il a nommé, vous avez entendu parler de lui sans doute, John Bolton comme conseiller pour la sécurité nationale. Et là, c'est un autre genre de conseiller, puisque lui, c'est au contraire alors ce qu'on appelle un faucon, un interventionniste très hostile à la Russie, à la Corée du Nord, à l'Iran. John Bolton souhaite notamment une intervention militaire préventive contre l'Iran. Et aux côtés de Trump, c'est quand même extrêmement dangereux d'avoir cet individu. Donc voilà, facteur de risque supplémentaire pour l'avenir. Alors c'est sur cet élément de risque que nous concluons cette partie. Merci à nos intervenants que nous pouvons applaudir encore une fois. Voilà, ça n'est pas terminé. Les applaudissements, c'était pour la radio, pour dire que la première partie était terminée. Voilà, donc il reste des places devant pour les personnes qui sont assises par terre ou encore debout dans le fond. N'hésitez pas à avancer si vous souhaitez être assis plus confortablement. Nous avons donc encore devant nous une demi-heure d'échange de questions. Donc, deux micros sont à votre disposition. Comme d'habitude, nous prenons plusieurs questions à la fois. Donc, merci de lever les mains. Alors, dans le fond, oui, par ici. Ah, là, oui, je n'oublie pas la question de Bordeaux. Non, bon, pas pour l'instant. Alors, allez-y. Bonsoir, madame, j'ai deux questions pour vous. De Paris, il semble qu'Obama soit intervenu d'une manière importante pendant ces élections. Est-ce normal qu'un ancien président des États-Unis intervienne comme cela? Deuxièmement, j'ai entendu ce week-end un Américain qui faisait la réflexion suivante: quoi qu'il arrive de ces élections, c'est une fracture du peuple américain. L'Amérique ne se parle plus. Qu'en pensez-vous? Merci. Voilà deux questions. Continuons dans le fond. Bonsoir. En fait, la question est la suivante, c'est que je voudrais savoir si l'expérience brésilienne actuelle, avec l'arrivée d'un candidat qui est un peu profilé à l'image de Trump, à ça on ajoute l'exemple hongrois. Est-ce que vous pensez que le résultat des élections qui vont se jouer cette nuit aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une interaction entre ces différents événements ou pas? Merci. Merci. Peut-être une troisième question du côté de Franck? Non? Il n'y a personne? Bon, alors continuons vers la droite. Est-ce que vous pouvez nous dire l'évolution du nombre d'homicides par mois depuis l'élection de Trump?
Merci. On va peut-être en rester là pour l'instant. Vous serez dans la deuxième série. Alors, intervention d'Obama, fracture de la société, l'influence des élections brésiliennes et le nombre d'homicides, si vous avez... Bon, regardez sur Wikipédia rapidement. Oui, mais... je peux tricher. J'y vais ? Oui. Ok. Alors... Ah non, là c'est bon. Alors la première question est très facile sur Obama. Non, il n'est pas tout à fait normal qu'un président, qu'un ex-président, surtout un prédécesseur de l'autre parti, prenne la place qu'Obama a prise pendant cette campagne. Et c'est bien la preuve du vide, du manque de leader au sein du Parti démocrate aujourd'hui. Qu'on fasse appel à Obama qui reste, qui a quand même terminé son second mandat en demi-teinte, puisque quand même il s'est fait remplacer par Trump et il porte sans doute une part de responsabilité, bon, qui reste à définir, mais le fait qu'il soit présent dans la campagne montre qu'il n'y a pas de remplaçant, qu'il n'y a pas de leader, et ça c'est le vrai problème pour 2020 dont je parlais tout à l'heure. Alors ensuite sur la fracture du peuple américain, oui, alors... c'est vrai, il y a une vraie fracture entre ce qu'on appelle les libéraux au sens américain, c'est-à-dire les progressistes, on dirait peut-être même les gauchistes, les gens de gauche aux États-Unis, et les gens de droite, c'est-à-dire les conservateurs et la frange des populistes de droite. Ce sont des gens qui vivent dans deux mondes séparés et qui ne se parlent plus. Et c'est vrai d'ailleurs, je peux parler de mon expérience personnelle, quand je vais très souvent aux États-Unis pour le travail bien sûr, et je suis toujours très frappée quand je parle à des démocrates et qu'ensuite je parle à des républicains, de voir à quel point ce sont des gens qui, les gens que je rencontre sont à Washington, ils sont éduqués, etc. C'est des gens vraiment intelligents et qui ont fait des diplômes et qui parlent de manière extrêmement intelligente et raisonnée. Et ce qui me frappe, c'est que quand je parle aux uns et ensuite que je parle aux autres, ils ont tous un discours très logique, très construit et très convaincant sur le monde dans lequel ils vivent, sur ce qui se passe, etc. Et ces deux discours n'ont rien à voir et montrent deux mondes totalement différents. Et j'ai à chaque fois cette impression extrêmement troublante de traverser le miroir pour parler à des gens qui n'ont pas du tout la même expérience de leur pays. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une fracture. Et alors, cette fracture-là, elle se reflète notamment, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, dans les médias qui sont vraiment d'un côté ou de l'autre. Si vous lisez le Washington Post, vous avez l'impression que Trump est un vampire qui se lève pour égorger des enfants tous les matins au petit déjeuner. Et quand vous lisez Fox News... quand vous regardez Fox News, vous avez l'impression au contraire que les libéraux sont en train de construire une sorte de complot terrible pour détruire l'Amérique. Et, vous avez vraiment un état d'hystérie des deux côtés. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces deux parties de la population représentent peut-être, on va dire... en gros, 30% de chaque côté, pour les deux partis vraiment engagés et galvanisés, ceux qui sont en train de voter aujourd'hui. Et puis au milieu, il y a ceux que l'on appelle les indépendants, parce qu'en fait, quand vous inscrivez pour voter, ou dans beaucoup de gestes de la vie civique, vous devez indiquer votre appartenance partisane, même si vous n'avez pas votre carte, mais vous inscrivez en tant que... démocrate ou républicain, et vous avez une troisième case qui est indépendant, et donc c'est tous ceux qui ne veulent être ni républicains ni démocrates, et ils représentent, rapide calcul, environ 40% de la population aujourd'hui dans les sondages, et donc ça montre bien qu'il y a un milieu qui ne veut pas prendre parti, qui ne se reconnaît pas dans l'hystérie de gauche ou l'hystérie de droite. Et donc il y a une fracture, mais peut-être qu'elle est entre 3 morceaux plutôt que 2, si vous voyez ce que je veux dire. Le Brésil, alors là, je tire mon joker. Je vais peut-être lâchement me tourner vers Sébastien Maillard. Et quant aux homicides par mois, vous savez, je n'ai pas lu, dans tout ce que je lis, je n'ai pas lu d'article sur cette question. Et donc j'en conclus, enfin à moins que quelqu'un d'autre ait des informations, mais j'en conclurais comme ça que ça n'a pas dû bouger beaucoup, parce que sinon...
Trump aurait crié au grand succès ou, à l'inverse, aurait dénoncé, que sais-je, l'immigration pour une remontée de ce chiffre. Je ne prétendrai pas non plus répondre à la question sur le Brésil, mais en revanche, c'était peut-être aussi le sens de cette question. Finalement, on réfléchit un peu quelles sont les interactions qu'il peut y avoir aujourd'hui, dans notre ère médiatique, entre les élections d'un pays à l'autre et qu'est-ce qui nous fait réagir. Peut-être que, je vous disais au début que finalement l'élection de Trump et le Brexit en France n'avaient pas profité à Marine Le Pen, au contraire, et le fait que le Brexit paraisse une aventure un peu folle peut pousser les électeurs à être finalement plus raisonnables, à ne pas sortir comme ça sans réfléchir plus sur ses conséquences. Et le fait que, voilà, c'est pas parce que, de même qu'il y avait eu Reagan, Thatcher, on a eu Mitterrand, c'est pas parce qu'il y a eu Brexit et Trump qu'on allait avoir un troisième moment. Donc, il n'y a pas forcément comme ça d'effet de chaîne. Et moi, la question que je me pose, c'est dans quel climat on va voter aux élections européennes au mois de mai prochain. Tout dépendra comment, effectivement, notamment, c'est un des facteurs, comment le Brexit, où ce sera ou non bien passé, qu'est-ce qui va se passer le 29 mars à minuit, est-ce qu'on sera sous le choc d'un no deal, et encore une fois, est-ce que ça aura un effet du coup repoussoir, au contraire, on dira vraiment on est mieux dans l'Europe qu'en dehors. Et là aussi, selon la capacité de Trump à attiser nos divisions, à arriver peut-être à s'ingérer aussi à soutenir tel candidat. On l'a quand même bien vu quand il tweet très bien ce qu'il pense. On sait ce qu'il pense de Merkel, on sait ce qu'il pense de Theresa May. Et donc peut-être qu'on saura ce qu'il pense de tel ou tel candidat aux européennes. Mais en tous les cas, ça peut influer indirectement l'état d'esprit des électeurs en disant voilà, il faut qu'on se protège de Trump, ou au contraire s'inscrire en fait dans cette nouvelle tendance. Mais donc c'est des effets qui sont pour le coup peut-être les plus imprévisibles dans les scrutins aujourd'hui et qui sont vraiment un phénomène nouveau. Merci. Alors continuons une série de questions. Je crois qu'il y en avait de ce côté-là. Oui, alors c'est une question sur le mercantilisme de M. Trump et sa dénonciation des accords de libre-échange, puis le combat qu'il mène contre la Chine. Question pour Mme Nardon. On avait l'habitude que le président des États-Unis, en matière commerciale, soit soumis au Congrès. Les grandes négociations de l'OMC, il reçoit un mandat du Congrès. Et là, on a l'impression que M. Trump décide un peu tout seul et qu'il brandit l'arme commerciale à sa guise. Si je peux compléter ma question pour Sébastien Maillard, jusqu'à maintenant, M. Juncker a réussi à dévier la colère de M. Trump contre l'industrie automobile allemande, mais est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Et puisque vous avez un partenaire en Allemagne, donc je parle de l'Institut Jacques Delors, est-ce qu'il vous arrive de faire des scénarios dans lesquels effectivement l'industrie allemande serait durement taxée? Quelle serait alors la réaction franco-allemande? Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, à la droite, dans le fond. Merci beaucoup. On dit de la démocratie américaine que c'est une démocratie régulée, les fameux check and balance. À ce titre, l'élection de Trump est, à mes yeux, un formidable crash test. Quel est votre diagnostic sur ces 2 premières années de fonctionnement? Et quel est votre pronostic sur les 2 prochaines? Je pense que... Moi, je m'en vais. Voilà. Question, merci pour la question simple. Alors, de nouveau, nous repartons par ici. Voilà. Dans l'hypothèse d'une majorité démocrate à la Chambre des représentants demain, quelles seraient les nouvelles possibilités de procédure tant judiciaire que d'impeachment à l'encontre du président Trump? Impeachment, oui. Alors, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant et je retiens pour la suite. Alors. Ouais, c'est 3 énormes questions. Donc, bon, enfin au moins il y en a une pour vous. Alors,
Je vais commencer par celle sur les checks and balances qui me semble la plus, voilà, là tout de suite, la plus importante. En fait, la Constitution de 1787, elle a été construite par les pères fondateurs, comme on les appelle, exactement pour prévenir les dangers liés à l'élection de Trump. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, les Jefferson, Washington et autres pères fondateurs voulaient, à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'autres républiques qui fonctionnaient réellement, il n'y avait que des monarchies, et donc ce qu'ils voulaient mettre en place, c'était un système dans lequel un président élu ne pourrait pas devenir un président à vie, un tyran, faire élire son fils après lui, etc. Ils avaient très peur de ça dans les premières années de la République, et c'est pour cela qu'ils ont construit cette constitution présidentielle avec une séparation très stricte des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire, auxquels se sont ajoutés par la suite les contre-pouvoirs de la société civile, comme la presse, etc. Et donc, j'ai passé, je vais vous dire, toute l'année 2017, la première année du mandat de Trump, à me réjouir du bon fonctionnement des contre-pouvoirs aux États-Unis. Dans la première année 2017, rappelez-vous, le président n'arrivait pas à faire voter au Congrès son abrogation plus remplacement de la loi Obamacare sur la santé. Il ne réussissait pas à faire voter sa proposition de loi, tout simplement parce que les républicains n'étaient pas d'accord entre eux. Mais donc, en gros, le contre-pouvoir législatif fonctionnait. Il ne réussissait pas non plus à faire confirmer par les cours son décret sur l'interdiction d'entrée des citoyens venus de ces pays musulmans. Donc, fonctionnement du contre-pouvoir judiciaire. La société civile était très active, la presse, les manifestations de ce mouvement qui s'appelle la résistance, et donc ça avait l'air de très bien fonctionner. En 2018, il y a eu quand même un raidissement. On croyait que c'était horrible en 2017, mais en fait, c'est devenu pire en 2018. Puis le président a donné l'impression d'avoir fait un galop d'essai et d'être maintenant tranquille. Il a réussi à faire passer sa loi fiscale, dans laquelle il y a une clause qui détruit de manière assez efficace Obamacare. Enfin bon, c'est technique, donc je n'y reviens pas. Le Muslim ban a été confirmé par la Cour suprême. Il a nommé des conseillers plus durs en politique étrangère, John Bolton dont je vous parlais, et donc on a vraiment l'impression au contraire d'un raidissement, notamment aussi bien sûr, j'en ai parlé, parce que la Cour suprême est maintenant durablement basculée dans une majorité conservatrice, et donc on peut vraiment se poser des questions sur l'avenir d'un certain nombre de jurisprudence plutôt progressiste dans le pays. Je parle notamment du droit à l'avortement. Donc voilà, les checks and balances, comme vous le dites, sont en plein crash test. Le président a vraiment durci le ton cette année. Les résultats de l'élection vont sans doute déterminer en partie ce qui va se passer en 2019 et 2020, les 2 dernières années du mandat présidentiel, ce qui me permet de passer à la question sur la majorité, l'éventuelle majorité démocrate, à la Chambre des représentants. Alors si on a une majorité demain, comme c'est probable, mais je ne m'engage pas, et puis surtout on ne connaît pas l'ampleur de cette majorité démocrate à la Chambre des représentants, la personne qui a posé la question a raison, ça va pouvoir déclencher un certain nombre de choses, puisque cette majorité démocrate pourrait enclencher une procédure d'impeachment sur la base soit des résultats de l'enquête Mueller, cette enquête qui cherche à établir qu'il y a eu ou pas, s'il y a eu une collusion entre les équipes de campagne de Trump et ces fameux pirates informatiques russes qui ont essayé d'influencer la campagne de 2016 aux États-Unis. Ça, c'est vrai, ils ont envoyé tout un tas de mails pour essayer des millions de mails pour essayer de convaincre des électeurs de ne pas voter Hillary Clinton mais de voter Trump. Tout ça est totalement avéré. Ce sur quoi on cherche à faire la lumière, c'est de savoir si la campagne de Trump était au courant, si elle était d'accord et si elle a aidé ces pirates russes. Ça, c'est l'enquête Mueller. Il y a aussi toutes les questions de conflits d'intérêts, de corruption liées à l'empire immobilier de Trump.
Je crois que c'est tout pour l'instant. Ah oui, non, il y a... Donc la Chambre pourrait entamer une procédure d'impeachment. Alors, il faut qu'il y ait des preuves quand même, il faut que les dossiers soient assez sérieux, hein, donc, parce qu'il ne faut pas se rater non plus. La Chambre, donc, à majorité démocrate, peut engager une mise en accusation du président. Impeachment, ça veut dire mise en accusation. Et c'est la Chambre des représentants qui le vote à la majorité simple. C'est pour ça qu'une majorité démocrate à la Chambre pourrait mettre en accusation, c'est-à-dire impeacher le président. Une fois que ça c'est fait, l'enquête passe au Sénat qui, à ce moment-là, vote ou ne vote pas la condamnation véritable du président, c'est-à-dire sa destitution. Vous voyez, il y a mise en accusation et ensuite il y a destitution. Mise en accusation par la Chambre, majorité simple, condamnation par le Sénat, majorité des 2 tiers. 2 tiers, ça veut dire donc 65 sénateurs sur 100. Donc ça n'a aucune chance d'arriver puisque le Sénat devrait rester républicain. Donc 65% de sénateurs démocrates votant pour destituer le président, ça n'a aucune chance d'arriver. Je vous rappelle que lorsque Clinton a été pris dans l'affaire Lewinsky dans les années 90, il avait été mis en accusation par la Chambre des représentants et le Sénat l'avait ensuite blanchi, c'est-à-dire que le Sénat n'avait pas voté pour destituer véritablement le président Clinton. Donc voilà ce qui pourrait se passer. J'ajoute juste un truc qui me semble très important, c'est que si la Chambre obtient une majorité démocrate, elle pourra... la commission des finances de la Chambre, qui est la commission des Ways and Means de la Chambre, aura donc une majorité démocrate elle aussi. Vous savez, c'est les commissions de la Chambre des représentants, comme chez nous à la Chambre des députés. Cette commission aura donc une majorité démocrate et elle pourra exiger du président Trump qu'il lui fournisse ses déclarations fiscales. Vous savez que depuis le début, Trump refuse de les rendre publiques, à la différence de tous les autres présidents à l'époque moderne, qu'on soupçonne qu'il y a au mieux une optimisation fiscale plutôt active de la part de ce président. Et donc, si la Commission exige les déclarations fiscales, ça peut être ça peut être très gênant pour le président. Donc, on va voir ce qui se passe. Ceci dit, tout cela pourrait n'être qu'un vaste piège pour le Parti démocrate, parce que s'il s'engage dans ses actions en justice contre le président, ça va enfermer encore plus ce parti si mal engagé pour 2020 dans un rôle d'obstructeur. Et donc, ce ne sera pas forcément très bon politiquement. Mais j'ai trop parlé et je vais vous laisser sur le mercantilisme. Pour répondre à la question de Jérôme Vignon, effectivement, comme j'ai pu le dire, la France et l'Allemagne n'ont pas forcément la même appréciation du danger Trump et pas non plus les mêmes intérêts à défendre. Alors, on a une industrie automobile en France, mais effectivement, il y en a une en Allemagne qui est plus importante, et pas seulement en Allemagne. Je pense aussi à des pays comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, où aussi pour toute la chaîne de valeur pour faire une automobile, ça se passe aussi avec ces pays-là. Et donc, ils sont aussi très concernés par la menace de Trump de relever les droits de douane de 20 à 25% sur l'importation de voitures européennes. On se souvient effectivement que Trump s'était plaint de voir trop de BMW dans New York. Et le problème, c'est qu'on voit déjà en fait que sur cette divergence d'intérêts, on en pâtit déjà en Europe, au sens où les Allemands se montrent beaucoup plus prudents, ou peut-être beaucoup plus frileux, à l'idée de trop provoquer Trump sur les questions commerciales et globalement sur nos échanges. Je pense notamment à un dossier qui est vraiment en train d'être négocié et que la France porte ardemment, qui est l'idée de créer une taxe sur les GAFA, taxe numérique. Donc les GAFA, en fait, c'est des multinationales américaines. Et Bruno Le Maire se bat comme un diable pour essayer d'obtenir un accord européen, et ce serait une mesure concrète et parlante au public qu'il aimerait avoir avant les élections européennes, pour avoir quelque chose de substantiel à mettre. Mais les Allemands, enfin Allemands et Irlandais pour être juste, mais c'est vraiment singulièrement l'Allemagne qui
qui freinent les cas de fer pour justement ne pas trop irriter les États-Unis à un moment où déjà les choses sont pas simples et on sait très bien qu'on peut avoir des représailles ailleurs. L'Union européenne, vous souvenez-vous, s'en est pris à des amendes sur Google, sur Apple. Donc les Allemands temporisent et ne veulent pas en rajouter. En plus, par ailleurs, leur coalition en Allemagne est très fragile et assez divisée en fait sur ces questions entre partenaires. Donc la France, quelque part, est déjà bloquée dans ce qu'elle voudrait faire vis-à-vis de Trump, du fait de l'importance et l'intérêt stratégique de l'industrie automobile allemande qui nous concerne tous. Merci. Alors, il y a encore des questions, je crois qu'il n'y en avait pas ici. Voilà, oui, allez-y. Bonsoir. Je m'adresse à Sébastien Maillard. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais peut-être un éclairage. Vous nous avez dit à un moment qu'avec Trump, l'Europe sort de son innocence géopolitique. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ou préciser? Merci. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui. Devant. Simplement deux petites questions. Une à Madame Nardon. Dans la déroute dont vous avez parlé du Parti démocrate et surtout l'absence de leader possible pour 2020, est-ce que malgré tout il y a des figures qui pourraient émerger? Et moi j'ai entendu parler de Bloomberg. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur Bloomberg et l'éventuel leadership du Parti démocrate? Et puis à Monsieur Maillard, vous avez évoqué le fait que Steve Bannon a pris ses quartiers en Europe. Que veut ce monsieur et est-ce tolérable pour l'Europe d'avoir une telle ingérence dans les politiques nationales et face à l'unité européenne? Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question? Bon, mais on va déjà prendre ça. Et nous commençons peut-être par Sébastien pour une fois. Alors, sur l'innocence géopolitique, c'est effectivement à remettre en perspective dans l'histoire de la construction européenne, puisque l'Union européenne, je disais, n'a pas par définition d'ennemis. C'est pas comme l'Empire soviétique, ou qui, voilà, si on n'est pas où on évite un ennemi du peuple si on n'est pas de leur côté. L'Union européenne, elle ne pense pas avoir forcément une zone d'influence privilégiée à elle. En tout cas, ça, au départ, c'était pensé comme ça. Et donc, lorsqu'il y a eu, par exemple, a été définie la politique de voisinage, c'est-à-dire que l'Europe essaie d'avoir des relations de bon voisinage avec tout son entourage, et elle se pose avant tout comme modèle, et que les autres peuvent imiter un modèle d'intégration le plus poussé possible, et elle ne vit, je dirais, que grâce et par le multilatéralisme le plus poussé. Et là, lorsque un Trump arrive et dit « l'Union européenne est mon ennemi », il l'a vraiment dit comme ça, c'est son ennemi, et lorsqu'on voit aussi que d'autres puissances, je pense à la Chine, à la Russie ou à la Turquie, ne veulent pas forcément que du bien, on est obligé du coup de dire on ne peut pas juste être un modèle offert pour le monde, mais aussi obligé de savoir mieux se défendre. Je pense par exemple il y a actuellement en discussion au Parlement européen un projet de législation européenne, ce qu'on appelle le screening, donc pour voir si un investissement étranger sur ce qu'on considérait un actif stratégique, un port, telle ou telle infrastructure, est-ce qu'on veut vraiment le laisser aux mains des Chinois ou pas? Donc la question s'est posée, les Chinois ont acheté le Pirée à la Grèce. Bon, voilà, est-ce qu'on veut finalement, est-ce que l'Europe est ouverte, mais est-ce qu'elle s'offre complètement sans aucune contrepartie, sans aucune... Donc c'est ça, sortir de son innocence géopolitique. Parfois l'Europe a été accusée d'être, qu'on disait, l'idiot du village mondial. On a pu dire aussi qu'elle devait passer à l'âge adulte. Eh bien, Trump, quelque part, pas que lui, mais nous accélère, oblige l'Europe à davantage
voir si elle a vraiment des intérêts, elle est capable de définir quels sont ses intérêts stratégiques à elle. Est-ce qu'elle est capable, j'ose même pas dire le mot parce que ce serait un gros mot à Bruxelles, de se penser en autonomie stratégique. On peut le dire à Paris, mais on ne peut pas toujours le dire ailleurs. Est-ce qu'elle est capable, voilà, de définir ses frontières, de définir avec qui elle veut faire. Et la difficulté, pour résumer, c'est que quand on parle de faire l'Europe dans un monde de brutes, il s'agit aussi d'être fidèle à nous-mêmes et donc de ne pas nous-mêmes se comporter comme des brutes et de ne pas devenir... quand les États-Unis font des sanctions extraterritoriales, on ne veut pas forcément nous-mêmes commencer à faire des sanctions extraterritoriales, avoir les mêmes méthodes, mais on ne peut pas rester complètement inactif. C'est un peu comme une abeille, je dirais, qui butine, mais bon, si vous l'approchez, elle peut vous piquer. Donc voilà, est-ce que l'Europe est capable d'être une abeille qui pique? C'est un peu ça, sortir de son innocence géopolitique. Et puis la deuxième... Steve Bannon. Oui, sur Steve Bannon, honnêtement, moi, j'ai pas d'informations de première main là-dessus. L'ambiguïté qui se pose, c'est que comme c'est un de ces nombreux ex-conseillers, un conseiller déchu, donc qui il représente vraiment aujourd'hui? En tous les cas, il est vraiment venu effectivement à Bruxelles pour créer un mouvement qui veut essayer de s'ingérer dans les élections européennes, dans le but que se dégagent au Parlement européen des partis hostiles à l'Union européenne et qu'on entreprenne une vraie entreprise de déstabilisation de l'Union européenne. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. On a vu que des partis d'extrême droite ne voulaient pas forcément toujours ces services et l'accueillir froidement, mais c'est vraiment quelque chose à suivre de près. C'est vraiment le mauvais génie par excellence de Trump, et donc je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour ces élections. Donc moi j'appellerais avant tout à la vigilance, mais au jour d'aujourd'hui c'est difficile de mesurer vraiment l'impact qu'il peut avoir. Mais peut-être que Laurence Nardon veut compléter. Oui, à propos de Steve Bannon, effectivement, c'est l'un des idéologues les plus construits derrière Trump. Alors, ils étaient brouillés au mois de janvier après la sortie d'un livre, Fire and Fury. Ils sont peut-être réconciliés depuis. J'avoue que je ne suis pas au courant, malheureusement. Mais néanmoins, Steve Bannon, c'est quand même intéressant parce qu'il est le constructeur de la ligne idéologique de Trump pendant sa campagne en 2016, et il est parfaitement sur ces deux lignes populistes de droite, anti-immigrés, nationalistes, etc., et populistes de gauche, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur les questions économiques pour remettre en route une classe moyenne, etc. Et c'est ce double positionnement qu'avait Trump pendant cette campagne, inspiré par Steve Bannon. Et d'ailleurs, quand Steve Bannon vient en Europe, les premières fois, en fait, il va voir Marine Le Pen à l'époque de la ligne Philippot. Parce que, en fait, dans la campagne des présidentielles françaises en 2017, la candidate Le Pen défendait une ligne, mais vraiment très similaire à celle de Trump, avec un nationalisme d'extrême droite et des idées économiques, des propositions économiques plutôt à l'extrême gauche. Et ça collait tout à fait avec Steve Bannon. Et j'ajoute quelque chose que j'ai trouvé vraiment très très frappant, c'est que donc c'est cette ligne populiste, donc transatlantique un peu, avec Steve Bannon qui fait des allers-retours. Et par ailleurs, il y a une autre ligne à l'extrême droite transatlantique qui s'est pas vue beaucoup, mais c'est lorsque Marion Maréchal Le Pen, dont vous savez qu'elle est sur une ligne plus conservatrice, plus traditionnelle, enfin très différente de celle de Marine Le Pen, elle a été invitée aux États-Unis à participer à une conférence très importante qui a lieu tous les ans. Donc elle a fait celle de janvier 2018 du CPAC, c'est-à-dire pour parler rapidement, l'espèce de think tank conservateur de la droite, issu de la droite chrétienne extrêmement dure et on va dire vraiment un peu rétrograde sur les questions de société. Et c'est elle qu'ils ont invitée. Donc il y a une sorte de ligne conservatrice tradie, on va dire comme ça, en parallèle de la ligne Bannon. Enfin, voilà, je trouve que c'est intéressant et c'est vrai, vous avez raison, il faut absolument veiller au grain parce que Steve Bannon, c'est vraiment un nationaliste et en tant que nationaliste, il est plus que tout l'entreprise de construction européenne qui est la nôtre, parce que c'est une entreprise dans laquelle les États se mettent d'accord pour abandonner un peu de leur souveraineté pour une sorte de bien supérieur. Et pour quelqu'un comme Steve Bannon, c'est
c'est affreux. Et donc, il va vraiment être... il va vraiment lutter contre ça. Et donc, je pense que si nous sommes attachés à la construction européenne, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais enfin, ceux qui le sont doivent veiller au grain. Voilà. Il y a des figures démocrates quand même. Alors ça, c'est vraiment très difficile. Quand parce même. que, alors, oui, alors il y a énormément de noms qui circulent de quelqu'un qui pourrait, de candidats possibles pour le Parti démocrate en 2020. Mais je n'ai pas vraiment vu revenir le nom de Bloomberg depuis 2016, où il avait plus ou moins évoqué la possibilité de se lancer dans la campagne des primaires démocrates sans donner suite. Bon, il y a plusieurs... Je peux citer des noms, mais si vous voulez, il y a plusieurs catégories. Il y a l'homme blanc âgé. Vous avez, dans cette catégorie-là, vous auriez Bloomberg. Vous avez aussi Joe Biden, qui était le vice-président d'Obama, qui doit avoir à peu près 70 ans, qui est là, qui est plutôt centriste. Vous avez aussi Bernie Sanders, dans la même catégorie, mais lui, il est du côté des radicaux, un peu d'extrême gauche, tout est relatif dans le contexte américain. Mais vous avez aussi des candidats plus jeunes et plus divers, on va dire, comme Kamala Harris, qui est une personne, je ne sais pas très bien de quel groupe ethnique elle est, mais elle est peut-être latino ou d'origine indienne, je ne veux pas dire de bêtises. Elle est actuellement élue de Californie et elle pourrait se présenter. Alors, elle est un petit peu jeune pour 2020, donc peut-être 2024. C'est sûr qu'il y a un problème pour 2020. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de noms pour les citer de manière à faire sens. Je crois que nous allons nous arrêter là avec cette mise en perspective des élections qui auront lieu dans 2 ans. Merci encore à vous deux pour tous ces éclairages.